Merci Dr Zahama, merci aux organisateurs d'avoir choisi ce sujet, qui est un sujet d'actualité et qui va, j'espère, déclencher des discussions autour de ce sujet pour sa mise en place en Tunisie. Donc, le dépistage du cancer du poumon. Alors, en guise d'introduction, je vais vous rappeler des chiffres que vous connaissez certainement, mais qu'il est bon de rappeler. Le cancer du poumon, c'est le deuxième cancer le plus fréquent dans le monde, 2,2 millions de cas diagnostiqués en 2020, et presque autant de mortalité par cancer, donc 1,8 million de décès par cancer dans le monde. Donc, première cause de mortalité par cancer, tous sexes confondus. Son diagnostic est souvent tardif, malheureusement, au stade 4 dans 40 à 55% des cas, parce qu'il est muet et parce que aussi les symptômes ne sont pas forcément, n'inquiètent pas forcément les patients. Et vous voyez en bas la durée moyenne de la phase préclinique en fonction du type de cancer et en fonction du sexe, et elle s'étend de 3 à presque 4 ans. Donc, autre chiffre, 16% des nouveaux cas de cancer sont au stade 1 au moment du diagnostic. Seuls 16% de ces cancers sont au stade 1, c'est un chiffre important. Autre chiffre important, c'est la survie à 5 ans, tout stade confondu qui n'est que de 15%. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle dépasse 70% pour les stades 1 et 90% pour les stades 1A selon TNM 8. Donc, c'est une vérité de la palisse. Diagnostiquer le cancer pulmonaire à un stade précoce, c'est un objectif qui est rationnel pour tenter d'en réduire la mortalité. Et le cancer du poumon est éligible à une politique de dépistage selon les critères de l'OMS, qui sont des critères qui existent depuis 1968. Et quand on les voit, le cancer du poumon obéit à tous ces critères, sauf peut-être un, c'est le coût. Et là, il faut des études médico-économiques dans chaque pays où il doit être institué, en particulier dans le nôtre. Alors, juste pour appuyer ce que je dis, comme vous voyez en haut, vous avez le pourcentage de stade 4 sur une population non dépistée et le pourcentage de stade 4 dans une population dépistée. Vous voyez qu'on passe de 57% à 7%, comme on passe de 16% de stade 1 dans une population non dépistée à 77% de stade 1 dépisté quand on est dans le cadre du dépistage. Alors, quel moyen idéal pour le dépistage du cancer bronchopulmonaire ? On a abandonné la radiographie du thorax, mais peut-être qu'il faut se poser la question quand même dans des pays comme le nôtre. La cytologie des expectorations également n'ont pas prouvé de réduction de la mortalité spécifique par cancer bronchopulmonaire. Le scanner faible dose, actuellement, c'est la seule technique largement disponible. Les biomarqueurs sanguins et les biomarqueurs tissulaires, on connaît leur rapport, mais dans une politique de dépistage, ils n'ont pas prouvé leur efficacité non plus. L'intelligence artificielle, je vais en dire un mot, parce qu'associée à une lecture humaine, elle peut augmenter donc, les performances des lecteurs et donc aider à avancer dans le cadre de ce dépistage. Donc je vais en dire un mot à la fin. Donc juste pour vous montrer que la radiographie du thorax, elle est très en deçà des capacités qu'on voudrait qu'elle ait pour le dépistage. Deux exemples de radiographie du thorax. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de visible. Et regardez les scanners. Un premier cancer dans le lobe inférieur qui était caché derrière le IL à droite, et un deuxième cancer, qui était juste à côté du bouton aortique et on comprend pourquoi il n'a pas été visible à ce niveau-là. J'arrive à utiliser le pointeur parce qu'il était caché par la ligne para-aortique en fait. Voilà, pour vous montrer que les performances de la radiographie du thorax ne sont évidemment pas bonnes. Alors, qu'est-ce que le scanner low dose ? Maintenant, il faut qu'on parle du scanner. Le scanner low dose, c'est un scanner qui délivre une dose d'irradiation maximale de 1,5 millisievert, soit moins de 100 mg par centimètre, sachant qu'une TDM thoracique classique délivre 7 millisieverts, et ça correspond à peu près entre 6 et 7 mois d'irradiation naturelle en France. Donc, vous imaginez qu'en Tunisie, c'est un peu moins, avec le soleil que l'on a. Maintenant, on parle de plus en plus de scanners ultra low dose, et je vous montre à côté, à droite, enfin tout à fait à droite, deux exemples. Une acquisition avec un scanner ultra low dose en haut, et en bas une acquisition avec un scanner low dose. Vous voyez que le nodule, qui est un nodule difficile à voir parce qu'il est profond et il est juxtavasculaire, c'est les nodules les plus compliqués à dépister justement. Il est bien visible, même sur le scanner, la coupe qui est vue au-dessus, et actuellement,
les nouvelles études de dépistage utilisent une dose qui est bien inférieure à 1,5 millisievert, pour dire qu'on peut faire du dépistage même avec de l'ultra-low dose. Alors sur le plan technique, je ne vais pas vraiment vous embêter avec la technique, juste dire qu'il faut qu'on soit parfait, une acquisition en inspiration maximale bloquée, couvrir les apex jusqu'aux bases pulmonaires, faire attention à la dose qu'on délivre, et là il faut une formation derrière, juste pour vous dire que 21% des centres qui dépistent le cancer du poumon aux États-Unis, où le dépistage est mis en place depuis 2013, n'utilisent pas, en fait, utilisent des doses qui sont bien au-dessus de ce qui est recommandé en matière de low dose. Donc c'est une formation à avoir, à donner aux médecins et également aux manipulateurs. Des coupes millimétriques et des intervalles de coupe également de maximum d'1 millimètre. Une reconstruction en filtre standard et parenchymateux. Alors, je ne vais pas vous reprendre toutes les études de dépistage que vous connaissez, on en a longuement parlé, juste peut-être faire un petit rappel et voir le plus important de ce qu'on va sortir de ces études de dépistage. Les plus importantes, les voici, NLST, Nelson et Mild ou Mild, comme vous voulez. On va y revenir pour vous montrer l'intérêt de ces trois études. Et puis en France, puisqu'on commence à faire des études pilotes en France, la première, celle qui a été faite dans le département de la Somme, qui a inclus 1307 patients, et l'actuelle étude en cours, qui est l'étude Cascade, qui est menée par Marie-Pierre Revel sur une population strictement féminine. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été suffisamment incluses dans les autres études de dépistage. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour lire le tableau, ni pour le... C'est juste pour vous montrer que les trois études les plus importantes, c'est la NLST, la Nelson et la Mild. Et elles ont plusieurs choses en commune. La chose la plus importante, c'est qu'elles ont permis de montrer une réduction de la mortalité significative entre le groupe dépisté et non dépisté. Je vais revenir sur l'étude MILD. Alors, que nous apprennent ces études de dépistage? La première, la NLSC, celle qui est la plus robuste, parce qu'elle a inclus 53 000 patients, c'est une réduction de la mortalité de 20% à 6,5 ans par rapport au bras dépisté par radiographie du thorax, ça tout le monde le sait. L'étude Nelson, moins de patients, mais on va voir quel est son intérêt. Elle a montré une réduction de la mortalité de 25% chez les hommes et de 61% chez les femmes, mais ne pas tenir compte forcément de ce chiffre-là parce que l'inclusion des femmes était faible dans cette étude. Donc deux études qui ont montré l'intérêt du dépistage qui n'est plus à démontrer. Maintenant, on va décortiquer un petit peu chacun des éléments de ces études, en commençant par la population éligible. Alors, quelle population est éligible à ce dépistage? Dans l'étude NLSC, qui est l'étude américaine, l'âge était compris entre 55 et 74 ans, et l'intoxication tabagique à 30 paquets années, ou chez les ex-fumeurs, donc un sevrage tabagique qui date de moins de 15 ans, sachant que ces critères ont été remis à jour en 2023, en incluant les patients âgés de 50 à 80 ans, fumeurs ou ex-fumeurs, et sans définir le délai de sevrage tabagique. Donc même si son sevrage date de moins de 10 ans, il pouvait être inclus dans l'étude de dépistage. Et puis les critères d'exclusion étaient moins sévères. Dans l'étude Nelson, âge 55-75 ans, plus de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans ou 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans, les ex-fumeurs de moins de 15 ans, et les critères d'exclusion, ce sont les antécédents de cancer bronchique de moins de 5 ans ou de plus de 5 ans, mais en cours de traitement, et puis d'autres cancers comme le cancer du sein ou le mélanome. Et l'étude MILD s'intéressait donc aux sujets âgés de plus de 49 ans et plus, et ayant une intoxication tabagique de plus de 20 paquets années, ou ex-fumeurs de moins de 10 ans. Cette étude, en fait, elle a été faite selon deux bras, un bras dépisté par un scanner tous les ans et un bras dépisté par un scanner tous les 2 ans, et c'est important, on va y arriver plus tard. Alors, en plus de ces critères d'éligibilité, il y a des scores de prédiction de risque qui ont été mis en place. Je vous montre un exemple, les prédicteurs PLCO-M de 2012. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce qu'en dehors de l'intoxication tabagique et de l'âge, il y a d'autres facteurs de risque qui doivent être pris en considération. Les antécédents familiaux de cancer, par exemple, les expositions à certains oncogènes ou des expositions professionnelles. Et puis, dans une des études asiatiques, il y a eu également les antécédents de tuberculose qui ont été également définis comme un facteur de risque. Et quand on doit penser à notre population éligible, peut-être qu'il va falloir également y penser. Alors, les scanners à quel rythme? Alors, selon la NLST, le scanner a été fait à T0, ensuite un scanner à 1 an, et ensuite un scanner à 2 ans, et un suivi à 3 ans et demi.
Pour l'étude Nelson, qui est une étude qui a été faite entre les Pays-Bas et la Belgique, un scanner à T0, un scanner 1 an plus tard, un scanner 2 ans plus tard, soit à 3 ans, et un scanner 2 ans et demi plus tard, soit à 5 ans et demi, et un suivi à 10 ans. Et les CEMILD, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un scanner annuel pour le premier bras et un scanner tous les 2 ans pour le deuxième bras et un suivi sur 10 ans. Alors les recommandations françaises, parce que je pense qu'on est proche des recommandations françaises, parce que je pense qu'ils sont passés par les phases par lesquelles on devrait passer, et donc on pourrait peut-être gagner du temps. C'est un scanner à T0, un scanner à 1 an, un scanner à 2 ans, puis un scanner tous les 2 ans, si les 2 premiers scanners sont négatifs. Par contre, s'il y a des facteurs de risque comme le BPCO ou un emphysème, c'est un scanner tous les ans. Et puis la durée du dépistage entre 5 ans et demi et 10 ans. Alors, on arrive aux modalités de lecture. La lecture, elle va se faire sur les coupes natives, bien sûr, pour détecter les nodules en verre dépolis. Et puis, on va s'aider, bien entendu, des reconstructions en mode MIP pour les nodules solides. Et puis, ce qui est recommandé, c'est l'utilisation d'un CAD, c'est un outil de détection automatique, et bien sûr, la mesure de la volumétrie, puisque maintenant, on va s'appuyer sur la volumétrie pour la lecture et pour le suivi de ces nodules, en particulier grâce à l'étude Nelson. Et puis, bien entendu, quand il s'agit d'un suivi, il faut vraiment être franchement très reproductible en termes de technique et en termes d'interprétation pour ne pas se tromper. Alors, comment est-ce qu'on va répondre? On va répondre avec un langage que l'on doit choisir. Soit on va choisir le langage des Américains, le LINGRATS, soit on va choisir le langage des Européens, selon l'étude Nelson, c'est le NOT4. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très important quand on met en place une étude de dépistage, c'est d'avoir un langage commun et harmoniser donc la conduite à tenir en fonction de ce langage qu'on va choisir. Alors, ces 2 modes de lecture, il faut être bien conscient qu'ils sont totalement différents de ce qu'on utilise d'habitude avec la Fleischner Society. C'est la prise en charge des nodules de découverte totalement fortuite. Donc on n'est pas du tout dans une étude de dépistage. Hein. Donc l'INGRATS, je ne vais pas non plus vous lire tout ça, hein, rassurez-vous. Je vais juste faire un petit résumé de ce qu'il y a sur ces tableaux. L'INGRATS 0, c'est quand l'exploration est incomplète. L'INGRATS 1, il n'y a pas de nodule ou un nodule strictement mais bénin, calcifié totalement ou graisseux. L'INGRATS 2, c'est un nodule juxtacissural comme un ganglion, comme ce qu'on est habitué à voir, ou un nodule de moins de 6 mm, ou mixte, moins de 6 mm, ou verre dépoli, moins de 30 mm. Dans les 2 premiers cas, c'est un scanner à 12 mois qui va être recommandé. Dans le LINGRATS 3, le nodule est probablement bénin, il mesure moins de 8 mm quand il est solide, et quand il est mixte, sa composante solide mesure moins de 6 mm. Donc je vais passer sur ces détails parce qu'on peut les trouver où on veut, c'est très facile d'y avoir accès. Pour le LINGRATS 3, c'est un scanner à 6 mois qui est recommandé. Pour le LINGRATS 4, c'est un nodule suspect qui mesure plus de 8 mm, mais moins de 15 mm. Mais il y a d'autres également critères hein, du LINGRATS 4 que je n'ai pas mis, j'ai mis 3 petits points de suspension. Là, c'est un scanner à 3 mois qui est recommandé, plus ou moins un PET scan. Et enfin, pour le LINGRATS 4B, c'est un nodule très suspect, soit solide de plus de 15 mm, soit mixte avec une composante solide de plus de 8 mm. Et là, il va falloir le prendre en charge comme étant un nodule franchement suspect de malignité. Pour le Nelson, alors il a introduit, en fait, l'étude Nelson a introduit un dépistage négatif avec une mesure de moins de 5 mm et surtout un volume. L'étude Nelson a introduit une volumétrie. Et c'est très important parce que ça permet de diminuer de façon importante les faux positifs. Moins de 50 mm3 dépistage négatif, plus de 500 mm3, soit de plus de 10 mm, le dépistage est positif. Et entre les deux, on est dans un dépistage indéterminé qui nécessite un scanner à 3 mois. Sur ce scanner à 3 mois, on va mesurer la volumétrie et étudier le temps de doublement. Si le temps de doublement est inférieur à 400 jours, on est dans le dépistage positif. S'il est à moins de 400 jours, plus de 400 jours, on restera dans les contrôles scanographiques. Et donc cette introduction du dépistage indéterminé et de la mesure du temps de doublement a permis donc de diminuer de façon significative les faux positifs qu'on avait avec le LINGRATS.
Alors voilà ce que ça donne, le NOTCAT 1, NOTCAT 2, scanner à 1 an, scanner à 3 mois, et puis le NOTCAT 4, c'est une prise en charge immédiate, et puis là vous avez le gros CAT A, B ou C, en fonction du temps de doublement de ces nodules. Bon, alors ça donne ça, donc j'ai pris quelques scanners qui ont été faits chez nous, avec un ganglion typique, vous voyez ici, pyramidal, qui serait classé NOTCAT 1, avec Nelson, ou l'Ingratz 2 avec l'ACR, un nodule mixte qui a augmenté, non pas peut-être en taille, mais dont la composante solide s'est nettement majorée, classé gros 4C, donc selon Nelson, et deux autres nodules, un lobulé avec un petit bronchogramme et un excavé, qui sont manifestement suspects de malignité, donc NOTCAT 4 ou l'Ingratz 4B. Alors, on arrive aux recommandations françaises. Donc, tout ça, c'est un petit peu de l'historique. Maintenant, les recommandations françaises, la HAS, en 2016, a considéré, donc, au vu de toutes ces études, que les conditions n'étaient pas réunies pour un dépistage chez les fumeurs, pour un certain nombre de raisons, parce que les conditions de qualité, d'efficacité et de sécurité de ces différentes études n'étaient pas réunies. Ceci dit, les pressions des sociétés savantes, la société d'imagerie thoracique, mais également les pneumologues de langue française, ont continué avec des résultats des nouvelles études de dépistage, en particulier l'étude MILD, si bien que ces recommandations de la HAS ont été actualisées en 2021, et la HAS recommande actuellement la réalisation d'expérimentations en vie réelle du dépistage du cancer du poumon en contexte français. Ça veut dire qu'elle ne recommande pas encore le dépistage, mais ce qu'elle recommande, c'est de réaliser des études pilotes en vie réelle pour s'appuyer sur ces études pilotes pour émettre de nouvelles recommandations. Alors, études pilotes en France, la première que je vais citer, c'est celle qui a été faite dans le département de la Somme, 1307 patients, taux de participation 62,16% et une prévalence au premier scanner de 2,7%. Ce qui est pas mal quand même, parce que quand on regarde les anciennes études, on est entre 0,8 et 1%. Donc 2,7%, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Alors 77,3% de stade 0 à 2, et 19,3% de forme in situ. Par contre, ce qui était un petit peu embêtant, c'est que la participation au deuxième tour était faible, et ce qui va mettre en valeur cet élément, disons, négatif des dépistages, c'est le taux d'adhésion des patients, en particulier au deuxième tour. Donc, je vous rapporte maintenant les recommandations de l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, de la Société de pneumologie de langue française et de la Société d'imagerie thoracique sur le dépistage, qui recommande donc un dépistage individuel sur la base de ces différents éléments. À qui? Parce qu'on pourrait s'inspirer de ça. Aux personnes dont l'âge est compris entre 50 et 74 ans, tabagiques à plus de 10 cigarettes par jour pendant 30 ans ou de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans, c'est un petit peu les recommandations de la Nelson, ou un tabagisme actif ou sevré depuis moins de 10 ans, ou même de moins de 15 ans. Et il recommande également de s'appuyer sur des modèles de prédiction de risque pour prendre en compte d'autres éléments non pris en charge, non pris en compte en dehors du tabagisme. Comment? Par un scanner low dose, donc moins de 100 mg par centimètre. La lecture doit se faire par des radiologues spécialisés en utilisant un outil de détection automatique, et le compte rendu doit être standardisé. Et je vais vous montrer comment sont faits les comptes rendus qui sont recommandés par la Société d'imagerie thoracique. Jusqu'à quand? Rythme de surveillance en s'inspirant de l'étude MILD, 2 scanners à un an d'intervalle, puis tous les 2 ans si les premiers scanners ne montrent pas de facteurs de risque supplémentaires, sinon on revient au scanner annuel. Et bien sûr, ils insistent sur l'information claire et précise qui doit être donnée aux personnes éligibles avant la mise en œuvre du dépistage, à propos de l'intérêt du dépistage, du risque de surdiagnostic et bien sûr de l'importance du sevrage tabagique. Donc voici la manière d'interpréter. Donc c'est un petit peu ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc c'est la manière de lire de l'étude Nelson pour les nodules solides, pour les nodules en verre dépoli également, pour les nodules mixtes, ça vous le trouverez aisément sur les publications. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Par contre, ce qui est important de voir et que vous trouverez également sur le site de la Société d'imagerie thoracique, c'est les comptes rendus types qui sont très bien faits et qui permettent de faciliter les choses, puisque on va remplir bien sûr les différentes cases et on va soit remplir dépistage positif et en mettant les différents items, en cochant les différents items, ou dépistage négatif,
et puis en précisant de quel type de nodule il s'agit, solide, semi-solide, etc. Et puis à la fin, ce qui est important de noter également, c'est qu'il y a les anomalies hors nodule qui doivent être notées, comme les calcifications coronariennes ou l'emphysème, etc. Donc toutes les pathologies qui peuvent être détectées, ou d'une pathologie interstitielle, comme une fibrose pulmonaire débutante, qui peuvent être détectées sur ces scanners. Ça, c'est le compte-rendu type d'un examen de suivi. Donc pour dire tout ça, qu'il faut avoir un compte-rendu structuré pour mener à bien cette politique de dépistage. Alors, autre impact positif en dehors de la réduction de la mortalité, bien entendu, sur le sevrage tabagique, avec un taux de sevrage qui va de 7 à 23% parmi les participants des études de dépistage de cancer, ce qui est pas mal. Et puis, sur la prise en charge des autres comorbidités, puisque 80% des patients qui ont un scanner low dose ont des calcifications coronariennes, donc ça vaut le coup de les envoyer consulter chez les cardiologues pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, d'autres pathologies pulmonaires, comme je l'ai dit. Et puis alors, il y a bien sûr des prises en charge qui sont également standardisées par certaines sociétés savantes. Celle-là, c'est la Société de médecine de famille canadienne, en fonction de toutes les pathologies qui peuvent être donc détectées sur un scanner de dépistage. Alors, les problèmes soulevés. J'ai plus de temps, mais je suis obligée de vous les dire. Je crois que le prompt... Alors, les problèmes soulevés, c'est les faux positifs. Les faux positifs qui ont nettement diminué en comparant l'étude NLST et l'étude Nelson, puisque l'étude NLST, le dépistage, a été considéré comme positif à partir de 4 mm. On s'est bien rendu compte que c'était trop bas pour un dépistage. L'étude Nelson a diminué de façon significative les faux positifs en introduisant ce nodule, cette case indéterminée, et en mesurant le volume et le temps de doublement sur le scanner de contrôle. Le surdiagnostic, c'est la détection de lésions confirmées malignes, mais qui n'augmentent pas de taille et ne disséminent pas. Ce sont les lésions indolentes et qui n'entraînent pas le décès du patient. Et ça, les pourcentages de ces surdiagnostics sont variables selon les séries, mais il faut savoir qu'il faut un suivi plus long pour déterminer le taux réel de ces surdiagnostics. L'adhésion des patients, ça c'est le gros problème. Alors j'ai trouvé des chiffres variables dans la littérature. Ce que j'ai retrouvé hier soir, c'est 19% de la population éligible au dépistage organisé aux USA qui bénéficient réellement du dépistage. Donc on est vraiment très loin de ce qui est attendu, et j'ai même trouvé un chiffre de 6% même, donc aux USA où le dépistage est bien mis en place. Le second tour de l'étude française, 35% d'adhésion, donc on est vraiment, alors qu'on était à 73% à T0. Et cette adhésion, cette faible adhésion des patients, elle est liée, on le comprend, au faible niveau socio-économique, à l'origine rurale et aux comorbidités. Et puis, il faut se rendre compte de l'anxiété des patients, de la nécessité d'une information claire à ces patients et de l'attention qu'on doit donner à ces patients dans la communication des résultats indéterminés. On s'est rendu compte dans certaines études que les patients recevaient un courrier pour dire qu'ils devaient avoir un scanner de contrôle. Donc, vous imaginez l'anxiété que ça peut donner chez ces patients. La limite, c'est bien sûr le coût. Le coût, il faut y réfléchir dans notre contexte à nous. L'irradiation n'est plus une limite, puisque j'ai dit qu'on était passé au scanner ultra low dose. La limite aussi, c'est l'uniformisation des comptes rendus, la formation des radiologues, la charge de travail importante supplémentaire que l'on va avoir. C'est pour ça qu'on doit céder des outils de détection automatique et de l'intelligence artificielle. Et l'autre problème, c'est le sevrage tabagique qu'il faut absolument réussir. Les perspectives, c'est l'intelligence artificielle. Regardez ici en bas et à droite. Donc là, bien sûr, il faut une garantie humaine derrière pour vérifier que tout se passe bien. Mais là, vous avez l'algorithme qui vous répond en pourcentage de nodules bénins ou de nodules malins. C'est important. Cette intelligence artificielle, elle est utilisée dans l'étude pilote Cascade. C'est une étude française qui est très intéressante, qui s'intéresse uniquement aux femmes. Ils ont comparé deux bras, un bras qui est lu par un médecin généraliste, radiologue généraliste, avec l'intelligence artificielle, et un bras qui est lu par deux radiologues spécialisés en imagerie thoracique. L'étude est en cours, donc on en verra les résultats plus tard. Je termine par notre situation à nous. Je crois que c'est le plus important, celle que tout le monde attend. Nous, dans tout ça, on a des chiffres d'incidence et de mortalité qui sont très inquiétants, comme partout dans le monde. Et en Tunisie, alors c'est un chiffre que j'ai eu chez les oncologues, 2390 nouveaux cas par an sur le registre de 2007 à 2009. Chez nous, on a quand même une belle collaboration entre radiologues, pneumologues, oncologues, chirurgiens et anatomopathologistes, ne serait-ce qu'à travers les RCP qu'on organise à l'hôpital. On fonctionne bien en RCP. Alors, comment peut-on faire pour avoir un diagnostic plus précoce du cancer bronchopulmonaire
On s'y attelle en signalant tous les nodules suspects et en proposant une prise en charge adaptée selon la Fleischner Society. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour autant pour effectuer un dépistage? On va en discuter si vous voulez plus tard. En tout cas, ce qui est fait actuellement, c'est qu'on signale tout nodule de découverte fortuite, et on a fait beaucoup de scanners dans le Covid qui nous ont permis d'ailleurs de découvrir des nodules de façon fortuite et qui ont permis de faire un diagnostic précoce de cancer ou au moins de faire des surveillances et de le classer en bénin ou pas malin. Bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est communiquer pour réduire l'irradiation, ça c'est important. Et puis ce qui est important aussi, c'est de faire un bilan lésionnel de toutes les pathologies liées au tabac, en attendant de mettre en place un dépistage organisé. Donc ça, je vous ai juste mis les recommandations de la Fleischner Society pour la prise en charge des nodules solides et des nodules non solides, avec les exemples de nodules solides, de nodules en verre dépoli et de nodules mixtes. Et puis là, c'est ce que l'on fait quand on découvre un nodule comme celui-là, avec la volumétrie, la mesure du temps de doublement et bien entendu pour dire que c'est un nodule fortement suspect de malignité qui a été donc enlevé avec un diagnostic d'adénocarcinome. Alors, dernière question, et je m'arrête, peut-on mettre en place un dépistage organisé? C'est la question qu'attend Dr Smet avec impatience, n'est-ce pas? Donc, pour mettre en place un dépistage organisé, moi j'ai trouvé cet article très intéressant. C'est un article qui rappelle en fait les 10 piliers pour la mise en place d'un dépistage organisé du cancer du poumon. Alors, est-ce qu'on peut répondre à ces 10 piliers? Ces 10 piliers sont très intéressants. Le premier est de choisir les bons critères d'éligibilité. Est-ce qu'on va choisir ceux qui ont déjà été utilisés ou est-ce qu'on va s'adapter avec notre contexte à nous? Former et informer le personnel impliqué, je pense qu'on est capable de le faire par la formation continue, la formation initiale déjà au travers du collège et la formation continue. La prescription d'un examen de dépistage, il est recommandé de la faire par le médecin traitant. Il ne faut pas accepter qu'un malade aille se faire dépister tout seul. Il faut que ça passe par une consultation médicale et une prise en charge. Les spécificités techniques du scanner, bien sûr, elles doivent être respectées, en particulier la dose. Et j'ai rappelé justement que 21% des institutions qui font du dépistage aux États-Unis n'obéissent pas à ces réductions de doses qui sont imposées donc, par le scanner low dose. La lecture des examens, radiologues formés, experts, ayant lu dans l'année précédente plus de 300 examens radiologiques. Si on lit les articles, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut s'aider des outils, certainement des outils d'intelligence artificielle? Pourquoi pas? Choisir le système de lecture, est-ce qu'on va utiliser le Notepad, est-ce qu'on doit utiliser le Lingratz? Construire le circuit du patient, l'inclure dans le cadre d'un sevrage tabagique avec une prise en charge qui est bien structurée à la suite de ce dépistage, mais également une prise en charge des pathologies associées. Améliorer donc la qualité du dépistage en établissant un registre. Tout à l'heure, on parlait du registre des PID, un registre du dépistage. Et bien entendu, donc la prise en charge, comment, le moyen de financement, point d'interrogation. Pour terminer, je voudrais juste vous parler, pour ceux qui ne savent pas, de ce projet porté par la DSSB. Donc en 2023, on a eu une première réunion, donc incluant les pneumologues, les radiologues, les oncologues, les personnes de la DSSB pour discuter d'un axe stratégique de dépistage du cancer du poumon. On parle beaucoup du sein, on parle beaucoup du col, mais on n'a jamais parlé du dépistage du cancer du poumon par la DSSB. Donc, ils nous ont invités. Donc, moi, j'ai été en tant que radiologue. Le but était de mettre en place un draft d'un projet pilote. Et ils nous ont posé la question sur l'estimation du coût de ce projet. Et la question qui a été soulevée, c'est de mettre en place un référentiel par l'INEA Santé, donc dans ce cadre-là. Donc il y a une fiche de ce projet pilote qui a été, bon, elle est illisible, mais je peux vous en décrire les principales lignes. Donc il s'agissait en fait d'identifier une population cible, et après discussion avec nos amis, enfin les pneumologues, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant comme population cible d'identifier les patients qui sont candidats à un sevrage tabagique. Donc au lieu d'aller sur des patients tabagiques d'une manière générale, on pourrait profiter des patients qui consultent pour un sevrage tabagique pour les inclure dans cette étude pilote qui serait menée à travers la Tunisie, pas uniquement dans un centre, mais dans plusieurs centres. Il s'agissait ici également de définir le test positif et le mode de suivi, et également de travailler sur un compte-rendu structuré. Donc voilà, c'est en cours de travail, donc, mais ça donne quand même un espoir qu'on y réfléchit et on va peut-être y arriver un jour.
Donc pour conclure, donc malgré les résultats encourageants des études, le dépistage reste un sujet complexe dont l'implémentation est soumise à de nombreuses contraintes. Le dépistage organisé existe depuis 2013 aux États-Unis, mais l'adhésion, je l'ai dit et je le redis, est encore faible. En France, on attend le résultat des études pilotes. Pour l'instant, il y a un dépistage individuel, mais qui est vraiment bien structuré. En Tunisie, on a un protocole de prise en charge et de surveillance des nodules qu'il faut absolument généraliser, public et privé, pour vraiment diagnostiquer ces cancers à un stade précoce. Et puis, notre prochain objectif, c'est de réussir une première étude pilote pour construire un dépistage peut-être d'abord individuel, puis organisé. Et on ne cessera jamais de le dire, la lutte anti-tabac qui ne fonctionne pas en Tunisie, l'aide au sevrage tabagique et la recherche de comorbidités ou de pathologies sur lesquelles on peut agir pour diminuer non pas la mortalité liée au cancer du poumon seulement, mais la mortalité globale de ces patients. Voilà, je suis désolée, je suis largement dépassé mon temps. Merci. Merci, Dr. Hantous, pour cette excellente présentation, excellente conférence. Donc, on a fait le tour de la question sur le dépistage des nodules pulmonaires sur la population à risque. On espère un jour avoir notre série à nous, tunisienne, sur notre population, évaluer notre réalité, et la réalité, c'est-à-dire la fréquence de la maladie au sein de notre population, mais également la réalité quotidienne, le manque de radiologues et les disponibilités de radiologues experts en imagerie thoracique. Donc je m'adresse à la salle, s'il y a des questions. Ça doit certainement susciter beaucoup de questions. Madame Finish. Micro, s'il vous plaît. Merci, professeur Hantous, pour cette excellente présentation. Bon, vous avez vraiment fait le tour de la question. Moi, je voulais juste faire quelques réflexions, c'est-à-dire par rapport aux 3 études positives, ce qui sont les seules études positives que tu as citées. C'est vrai que les résultats de la NLST au début étaient tellement positifs que on a essayé de les analyser autrement en se disant qu'on a ces résultats positifs parce que justement il y a une population énorme, c'est plus de 50 000 patients, mais au final, ce qui a changé la donne, c'est l'étude Nelson, parce que ça a réellement démontré qu'il y avait un résultat positif de faire du dépistage chez ces malades, et puis ça a simplifié énormément, on va dire, la méthodologie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin, il y a une réelle demande par rapport à nos malades, à ce que devrait être un programme de dépistage au moins individuel ou individualisé avant de passer à l'étape suivante qui est un dépistage organisé. On ne parle pas du tout de dépistage de masse. Il y a une réelle attente, une demande et attente, et je pense que c'est à nous, médecins, radiologues, pneumologues, de réellement réfléchir, de proposer quelque chose à notre population. C'est un vrai devoir qu'on devrait maintenant organisé pour pouvoir y répondre. Alors la DSSP, elle nous a sollicité effectivement. On devrait accélérer un peu plus les choses pour au moins passer à la concrétisation du référentiel et l'adapter à nos possibilités, parce qu'effectivement il y a énormément de limites par rapport au nombre de radiologues disponibles et de nombre des appareils, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout le financement qui va poser problème. Voilà, donc j'invite tout le monde à y mettre du sien pour essayer justement de concrétiser ce projet et d'accélérer le dépistage du cancer du poumon qui va de pair avec bien sûr la mise en place des aides au sevrage tabagique et de la préoccupation de tout ce qui passera après, aussi bien en termes de traitement, de prise en charge en soins palliatifs, etc. Madame Hamzaoui. Merci beaucoup, Sausen, pour cet exposé. Je voulais te demander, est-ce que tu ne crois pas que partir sur un dépistage alors qu'on n'a aucune donnée épidémiologique réelle, parce qu'on ne sait pas en fait combien on a de cancéreux, on ne sait pas exactement si on a des femmes, si on a des hommes, on va quand même passer dans les services des femmes qui ne sont pas du tout exposées au tabac. Donc avant de choisir qui on va dépister, il faudrait peut-être qu'on sache qui sont nos patients. Je suis tout à fait d'accord qu'on est très en retard par rapport au registre, à la mise à jour des chiffres épidémiologiques. On les attend encore, effectivement. Mais bon. Après, maintenant, ce qui est peut-être important
par cette étude, c'est de savoir si c'est faisable ou pas. En fait, c'est la faisabilité de l'étude qui est importante, mais qui doit aller de pair, à mon avis, avec justement des études épidémiologiques dont vous parlez. Mais la faisabilité, moi je pense qu'il est important de savoir si on s'engage dans cette démarche ou pas. Et je pense que si on choisit, et comme on l'avait discuté, une population que l'on peut cerner justement sans aller dans tous les sens, ça peut peut-être nous aider à construire quelque chose, un programme plus tard, à mon sens, hein, je ne sais pas. C'est Sharfi. Je me permettrai de poser des questions techniques d'abord sur la volumétrie des nodules. Est-ce que l'étude de la volumétrie des nodules sur des scanners faible dose, est-ce qu'elle est suffisamment fiable ou pas? Est-ce qu'il y a une variabilité inter- et intra-observateur importante qui limiterait son utilisation? Ça, d'un point. Est-ce qu'on pourrait utiliser la technique Fleischner, en fait, les mesures de 2 dimensions, la moyenne de 2 axes, et ensuite l'évolution de l'augmentation du diamètre moyen pour les nodules de 6 à 10 mm. Donc ça, c'est le premier point sur la volumétrie. Le deuxième point, est-ce que quand vous faites un scanner de dépistage et vous trouvez un nodule catégorie 3, sur le prochain scanner, vous allez faire un scanner low dose ou un scanner de diagnostic? Toujours low dose. Ce qui est recommandé, c'est toujours du low dose. Et la volumétrie, elle a été utilisée sur le low dose également. Il n'y a aucun problème d'extraction. Comme si Ça nous pose un problème sur le plan, c'est chronophage. C'est un peu chronophage. On est peut-être un peu limité par le nodule juxtavasculaire. Ça, c'est la pratique. Ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Les constructeurs font des outils de plus en plus faciles à utiliser et de plus en plus précis. Mais c'est vrai, tu as raison, quand on a un nodule à côté d'un vaisseau, il faut être derrière. C'est pour ça qu'on ne laisse jamais l'IH travailler toute seule. C'est parce que parfois, elle peut faire des bêtises, justement, en incluant un vaisseau à côté. Mais bon. Après, ça peut être un petit peu chronophage, mais il faut se dire, on rentre dans ce système ou on ne rentre pas. C'est un choix qu'on doit faire, quoi. Mais les outils sont de plus en plus précis, à mon sens. Tout à fait. Sharfi. Merci Madame Hantous. En fait, dans les pays où on fait ce type de dépistage, est-ce que c'est le médecin généraliste, est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est éventuellement la sécurité sociale qui, en fin de compte, prend l'initiative pour faire ce dépistage? Alors, inclure les médecins généralistes et les médecins de famille, c'est très important. On en avait discuté la fois dernière à la DSSB, c'est qu'ils doivent être inclus dans cette politique de dépistage pour être formés justement pour le dépistage également. Alors tout à l'heure, je pensais qu'on allait poser une question par rapport à la radiographie du thorax. Dans notre condition à nous, on parle de dépistage, on ne parle pas de dépistage sur la radiographie du thorax, on parle de dépistage sur le scanner. Mais peut-être que chez nous, où on passe souvent à côté de lésions sur la radiothorax, est-ce qu'il ne faut pas non plus, parce qu'il y a des algorithmes qui sont également développés, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont développés sur la radio, et tous ceux qui font de l'IA proposent un algorithme IA pour le diagnostic, pour le dépistage du cancer sur la radiographie du thorax. C'est la tuberculose, et derrière la tuberculose, il y a également la radiographie du thorax. Bien sûr, on ne va pas refaire les choses à l'envers, c'est le scanner. Mais peut-être aussi mettre en place des outils IA pour ne pas passer à côté de petites choses sur les radiographies du thorax, c'est peut-être pas inintéressant dans un pays comme le nôtre. Bon, c'est une réflexion, parce que on arrive parfois avec des opacités qui sont un peu trop volumineuses à mon sens. Merci Madame Hantous pour cet exposé. Et je vous remercie, vous particulièrement, parce que dès qu'on était excité au début, en 2018, pour le dépistage du cancer du poumon et le diagnostic précoce, vous étiez avec nos amis pneumologues, avec nous pour aller vers ce sens où là on est déjà arrivé à pousser le gouvernement pour faire un éventuel projet pilote. Et juste une petite réflexion pour le dépistage individuel. En fait, pour tout patient qui obéit aux critères de dépistage du cancer du poumon, et surtout pour les pneumologues, les emphysémateux, ou bien on pourra demander un scanner et on insiste que c'est un scanner low dose. Et les 2 derniers jeudis, là, on fait le staff à Ibn Zar avec nos amis pneumologues, radiologues. Il y a 2 pneumologues qui ont chacun présenté, voilà, un malade que je lui ai fait un scanner low dose et on a trouvé un nodule
suspects. Effectivement, c'était des nodules suspects. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer un peu. Et nous, les chirurgiens, on est excités pour avoir des malades au stade précoce parce qu'en fait, on a une grande différence, soit pour les suites opératoires immédiates ou bien à distance, le résultat immédiat ou bien à distance, que des malades au stade précoce, que des malades au stade avancé, comme on est en train de les voir souvent maintenant, soit à l'Ariana, soit dans le secteur privé. Merci encore une fois. Moi, je voudrais dire une chose, c'est on te remercie toi aussi parce que tu as fait, pas du bruit, hein, entre guillemets, mais Oui, c'est du bruit, oui. Non, mais c'est du bon bruit, quoi, autour de bon ça. Bruit, oui. Donc, voilà. Donc c'est un peu aussi grâce aux chirurgiens qui ont... Je tiens à remercier aussi mes amis pneumologues parce que c'est vrai, la CEMARA, elle a fait l'initiative ce jour-là, mais je pense avec Sylbej à Djerba, on a évoqué aussi le dépistage du cancer du poumon 2 ans auparavant, et ça c'est le travail de tout le monde, c'est ça le travail multidisciplinaire pour faire avancer cette pathologie qui est en train de ravager notre société et qui pèse lourd sur le plan budgétaire, sachant que chaque année, la Tunisie, elle perd 1,8 milliard de dinars pour réparer le dommage du cancer du poumon. Et ça, ce sont les chiffres de l'OMS qui ont été établis quelques années avec le ministère de la Santé publique.